Effectivement, ce qu'a décidé le bureau du procureur, c'est l'ouverture d'un examen préliminaire sur base, en réalité, de la déclaration qu'a fait la Palestine en même temps que son adhésion et qui donne finalement avec effet immédiat compétence à la Cour en remontant jusqu'à la date du 13 juin 2014, c'est-à-dire le début de l'opération bordure protectrice israélienne. Donc ce que signifie l'ouverture d'un examen préliminaire, c'est simplement dans le chef du procureur de vérifier que toutes les conditions de compétence et de recevabilité sont réunies et de se demander si, au regard des faits, il y a au moins en apparence un certain nombre de crimes relevant de la compétence de la Cour qui ont pu être commis. Ici, en l'occurrence, il pourrait s'agir de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant l'opération bordure protectrice. Oui, alors évidemment, ça va certainement soulever de nombreuses questions juridiques. Alors, en tout cas, une question qui semble être définitivement réglée, c'est la question de la qualité étatique de la Palestine, puisque en réalité l'acte d'adhésion de la Palestine au traité de Rome a été accepté par le secrétaire général des Nations Unies, et le bureau du procureur, par différentes positions préalables, a clairement laissé entendre qu'il estimait que, à partir du moment où la Palestine avait été admise comme État non membre au sein des Nations Unies, elle devait être considérée comme étant un État, notamment aux fins de la mise en application du statut de Rome et de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc cet aspect-là semble être réglé. Donc là, ce que le bureau du procureur va devoir faire, c'est examiner alors en particulier les faits relatifs à l'opération bordure protectrice. Alors au mois de mars prochain, normalement, il y aura un rapport rendu par la commission présidée par William Schabas, commission instituée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui devrait normalement donner un certain nombre d'éléments qui permettraient de déterminer si oui ou non il y a des crimes qui ont pu être commis lors de cette opération. Crimes qui ont pu être commis soit par les forces armées israéliennes, puisque le conflit a fait 2000 morts, parmi lesquels semble-t-il un nombre important de civils, mais également par les forces du Hamas ou d'autres factions palestiniennes qui ont envoyé également des roquettes sur des villes israéliennes de manière relativement indiscriminée, même si ça a fait assez peu de victimes. Ça sera forcément une limite aux capacités d'action de la Cour. Le fait qu'Israël, n'étant pas partie au statut de Rome, ne va probablement en aucune manière coopérer avec la Cour. Ça va se marquer probablement à deux stades. Au stade de la preuve, c'est-à-dire qu'elle va probablement pas accepter que des enquêteurs de la Cour viennent en Israël, voire même se rendent à Gaza par Israël. Donc il faudra trouver d'autres moyens d'accès, ce qui est souvent assez compliqué vu le caractère assez instable du territoire égyptien et du Sinaï pour le moment, qui a empêché par exemple les membres de la commission présidée par William Schabas d'accéder au territoire de Gaza jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sera une première difficulté dans l'accès aux preuves. Et puis, s'il arrivait que certaines personnes soient inculpées, disons, de certaines charges, qu'il y ait un mandat d'arrêt qui soit émis, là aussi, Israël comme tel n'a pas d'obligation de coopération, mais l'effet que ça aura, c'est que ces personnes, évidemment, seront limitées dans leurs possibilités de voyage, puisque s'ils pénétraient sur le territoire d'États partis au statut de Rome, ces États seraient, eux, obligés de mettre à exécution ces mandats d'arrêt, de les arrêter, puis de les transférer à la Cour. Non, l'argument est de toute façon erroné parce que quoi qu'on puisse penser des responsabilités dans l'initiation de la guerre de Gaza, que ce soit d'ailleurs cette dernière guerre en 2014, que ce soit l'opération Pont d'Urcy en 2009, de toute façon la conduite des hostilités doit toujours se faire en conformité avec le droit international humanitaire et un certain nombre de violations de règles peuvent constituer des crimes de guerre. Donc la légitimité de l'action des uns et des autres n'a aucune espèce d'incidence sur finalement la légalité de leur action, et ça vaut également pour le Hamas, que le Hamas dise nous sommes sous occupation, nous devons nous-mêmes nous défendre, ou à certains moments utiliser des moyens violents pour, par exemple, mettre fin au blocus qu'impose Israël à Gaza.
malgré tout, quand bien même l'objectif serait légitime, les moyens qui sont utilisés doivent toujours être conformes au droit international et peuvent donner lieu à la commission de crimes de guerre. Donc le caractère plus ou moins justifié de l'action au départ n'a aucune incidence ni sur le fait que des crimes puissent être commis, ni sur la compétence de la Cour. Alors ça, c'est un argument qui est effectivement souvent soulevé. Bon, ce qu'il faut remarquer tout d'abord, c'est que la Palestine a attendu vraiment longtemps avant de faire cette démarche. Hein. C'était parfois une menace qui était brandie par l'autorité palestinienne, spécialement depuis 2012, où là, elle avait été acceptée comme État non membre, donc il n'y avait plus tellement de doute sur sa capacité à devenir partie au statut de Rome. La décision, elle est venue spécialement après l'échec des négociations qui ont été menées jusqu'en avril dernier sous l'égide des États-Unis avec la médiation de John Kerry, mais la médiation, la négociation s'est un peu butée au processus de colonisation qui a été poursuivi par Israël, et puis à la décision finale de ne pas relâcher un dernier groupe de prisonniers tel que c'était prévu. Donc c'est suite à cela que la Palestine a décidé d'entamer certaines démarches. Et puis, de manière plus spécifique, une autre démarche avait été entreprise, c'était de déposer un projet de résolution au Conseil de sécurité pour prévoir une échéance à la fin de l'occupation dans 2 ans. Mais comme cette résolution n'a pu être votée positivement, la Palestine avait dit alors que l'autre démarche qu'elle entreprendrait, ce serait de devenir partie au statut de Rome. De toute façon, de manière plus générale, un processus judiciaire et puis un processus de négociation ne sont pas incompatibles l'un avec l'autre. Il y a toute une série d'autres situations dans lesquelles la même chose se poursuit, qu'il s'agisse de la Colombie par exemple, avec un processus de réconciliation entre les FARC et le gouvernement qui se poursuit avec la Colombie pourtant partie au statut de Rome, le Darfour par exemple également, où là c'est le Conseil de sécurité qui a donné compétence à la Cour pénale internationale, alors qu'on était en situation de conflit et qu'il y avait des négociations qui étaient susceptibles d'être menées. Donc voilà, les deux ne sont pas incompatibles, et d'ailleurs rien n'empêche, une des possibilités, c'est que le Conseil de sécurité puisse adopter une résolution qui suspende en réalité l'action de la Cour pénale internationale lorsque des intérêts supérieurs de préservation de la paix et de la sécurité sont en jeu. Donc s'il y avait un consensus au sein du Conseil de sécurité pour considérer qu'à un moment donné, dès le moment où il y aurait des négociations crédibles qui seraient entamées, l'action devant la CPI n'est pas positive, il y a toujours le moyen de le faire, et même d'ailleurs ça pourrait tout à fait être à l'initiative de la Palestine elle-même. Il s'agit d'une campagne qui a tout d'abord été lancée en Belgique il y a environ 1 an par l'association, le CNCD 11-11-11, en collaboration avec la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Et puis cette campagne est maintenant reprise et lancée en France, effectivement, cette semaine. Alors, elle consiste tout d'abord à mettre en lumière le fait qu'il existe des obligations internationales à charge des États tiers concernant la situation en Palestine, en particulier en lien avec la politique de colonisation mise en œuvre par le gouvernement israélien, puisque cette politique implique des violations graves du droit international et même la commission de crimes de guerre, puisque le transfert de population civile dans un territoire occupé est contraire à l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Il s'agit d'ailleurs d'un crime de guerre repris dans le statut de Rome que la Cour sera peut-être amenée à examiner dans un futur proche. Et donc cette situation illégale engendre des obligations pour les États tiers, en particulier les États européens, notamment le fait de ne pas reconnaître cette situation et de ne prêter aucune aide ou assistance au maintien de cette situation illégale. Il y a, dans un passé extrêmement récent, l'Union européenne, par exemple, a accordé des financements à un certain nombre de colonies israéliennes pour des projets qui étaient menés dans les territoires palestiniens occupés, dans le cadre de programmes de recherche. Alors maintenant, ils ont mis fin à ces programmes, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec le respect du droit international, et donc ils ont modifié la politique à cet égard-là. Mais on constate que, de manière plus générale, pour le moment, il y a toujours une libre importation des produits qui sont fabriqués dans les colonies israéliennes, et donc fabriqués dans le cadre d'une situation illégale et au détriment des droits des Palestiniens. Donc l'objet premier de cette campagne, c'est de demander l'interdiction de l'importation des produits en provenance des colonies israéliennes,
Et à cet égard, il y a un précédent qui vient d'être adopté par l'Union européenne elle-même, c'est qu'elle vient d'interdire, il y a quelques mois, l'importation des produits en provenance de Crimée et de Sébastopol en raison du caractère illégal de l'annexion de ces deux territoires par la Russie. Et donc, simplement par simple cohérence, on demande qu'une même politique soit menée à l'égard des produits provenant des colonies israéliennes.